Alors, on partait sur fertilité physique de vos sols S-Graph Docteur. En fait, donc, les résultats donc, du travail qu'on fait avec Agroscope hein, sur vos parcelles. Et autour de la fertilité physique du sol. Ça, c'est quelque chose que je dis en introduction parce que j'insiste beaucoup là-dessus un peu partout, comme pour commencer avec nos élèves ingénieurs. C'est quelque chose qui a été énormément négligé dans le passé, qui l'est encore beaucoup. Et déjà, j'ai perdu mon écran, moi, voilà. Et qui est responsable de tous les transferts, hein, donc eau, échanges gazeux dans le sol, qui sont nécessaires à la vie, réservoirs aussi d'eau et d'oxygène, toujours pareil, donc dont les fameuses réserves en eau utilisables, facilement utilisables, etc. Donc tout ça, c'est lié à la fertilité physique dont on va parler. Toute la vie du sol va s'y passer. On verra un peu mieux comment et qu'est-ce qu'il en est dans les échantillons et dans les sols qu'on a suivis. Bah, évidemment, donc, dans la vie du sol, il y a la colonisation racinaire, hein. Et puis, je dis toujours, on veut le beurre et l'argent du beurre, on veut un système qui est poreux, qui est aéré, etc. Mais on veut qu'il soit stable et qui résiste aussi bien à ce qu'on va vouloir faire dessus au niveau machinisme qu'à l'érosion, par exemple. Donc, on veut un système très bien organisé, mais très stable. Et puis, c'est autour de ça qu'on va discuter. Voilà. Alors, sur Terre vivante, bah, justement, le projet, il est bâti sur votre constat et ça vient de vous. La structure des sols n'est pas satisfaisante, la qualité physique des sols n'est pas satisfaisante. Et puis dans ce projet, ben, vous avez fait des observations, nous aussi, et puis aujourd'hui, on propose une première séquence où on vous dit ce qu'il en ressort, et puis il va falloir qu'on se comprenne. Donc, je vais quand même rappeler quelques notions très simples liées à ce qu'on a fait ensemble, ou ce que vous avez fait et ce qu'on a fait, autour de ce que c'est que la structure du sol, de ce que c'est, en quoi on peut considérer qu'elle est dégradée ou pas, et puis qu'est-ce que ça a comme relation avec la fertilité, et bien sûr les facteurs et les causes. On va rapidement les passer en revue, puis les reprendre aussi sur la base des résultats du projet. L'idée, c'est de partager les conclusions, puisque c'est l'état initial qu'on a fait sur toutes vos exploitations permettait de lancer un premier diagnostic, c'est ce dont on parle là. Quel état de la structure des sols, pourquoi, est-ce qu'il y a des corrections à apporter, comment, c'est le début de la discussion qui est vraiment centrale pour le projet qu'on a ensemble. Donc ça débouche, alors là, je vais vous parler, pour l'instant, on va vous parler avec Ophélie de pédologie et de sol, mais enfin, ça débouche sur vos questions agronomiques, quel levier actionner, quel problème ça pose d'actionner ces leviers. On va rentrer dans le vif du sujet, et bah, c'est trop pour une seule soirée, certainement. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller jusqu'aux conclusions par rapport à l'état physique des sols, hein, l'état initial, puis d'ouvrir quand même la discussion, qui, à mon avis, si on ne s'est pas ennuyé ce soir, va souvent être reprise. Voilà. Donc les petits rappels, je les commence là. La structure du sol, c'est le mode d'assemblage de tous les constituants du sol, hein, tout le solide, hein, les sables, les argiles, les limons, etc. Et donc la structure, c'est quelque chose, bon, vous le savez bien, qui évolue dans le temps. Il y a parfois des confusions avec la texture, qui sont les différentes tailles de particules. En principe, ça ne bouge pas. Par contre, la structure, oui, ça va évoluer dans le temps. Et cette structure, elle signifie que le système est organisé, hein, ce n'est pas un tas de sable ou un tas de boue. On peut le regarder du point de vue du solide, c'est les agrégats. On peut le regarder du point de vue des vides, c'est la porosité. Voilà. Alors, la qualité du sol en général, bah, c'est l'aptitude à remplir les fonctions. Et puis, la qualité de la structure, idem. C'est-à-dire, cette qualité de la structure, elle va nous permettre d'assurer les fonctions du sol, à commencer pour vous par la production de biomasse, la production végétale, mais aussi d'autres fonctions qui sont liées, par exemple, à l'eau, au stockage de l'eau, etc. Alors, il y a l'infiltration, il y a la rétention d'eau, il y a l'aération, il y a la stabilité, mais point, 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 parce qu'il y en a énormément de propriétés qui sont liées à la structure du sol. Bon, c'est aussi ce que j'ai rappelé en parlant de la fertilité physique. Voilà. Donc, fertilité physique, ça tourne autour de ces propriétés-là et de quelques autres. On va les revoir surgir tout à l'heure. Alors, notion associée à ça. La résistance de la structure, bah, c'est sa capacité à se maintenir face à un stress. Ce stress, ça peut être vous qui l'appliquez avec vos engins, ça peut être la pluie, ça peut être différentes choses. Et voilà. Et donc, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment la teneur en matière organique, la texture aussi. Bah, selon que vous avez un sol sableux, limoneux, argileux, n'aura pas la même capacité à résister à un stress. Et puis, on note que cette texture, vous n'allez pas la changer. Les conditions météorologiques, bien sûr, bon, la pluie, etc. La résilience, ça, c'est la capacité de la structure à se régénérer après un stress et après un impact. Voilà. Et elle diminue et augmente
en même temps que la teneur en matière organique. Donc plus vous avez de matière organique dans un sol, plus il est résilient, mieux la structure va se refaire. Elle varie selon les types de sols, qui eux vont pas changer de nouveau. Et puis elle se fait, cette résilience, grâce à des processus qu'on dit biotiques, c'est-à-dire avec l'activité biologique, puis d'autres qui ne sont pas biotiques, hein, qui sont simplement du gonflement-retrait, du gel-dégel, etc. Et puis la vulnérabilité de la structure, c'est quelque chose d'assez important parce que ça combine en fait le fait qu'elle soit ou pas résistante et qu'elle soit ou pas résiliente. Et ça va donc être finalement, cette vulnérabilité, c'est quelque chose avec laquelle vous allez vivre, un sol qui va plus ou moins encaisser les opérations et qui va plus ou moins se refaire lorsque ces opérations ont été malencontreuses. Et ça dépend fortement de la teneur en matière organique, on va voir ça. Voilà. Alors la structure, donc vision par les vides, ben, c'est les systèmes poraux, et vision par le solide, ben, c'est ce qu'on appelle communément les agrégats. C'est l'assemblage à un moment donné, et puis les agrégats correspondent au niveau de structuration apparente. C'est clair que si vous travaillez à la pelle mécanique, vous allez dégager des gros volumes. Si vous êtes sous une loupe binoculaire, vous allez parler d'agrégats qui font déjà à peine, enfin qui sont plus petits que le millimètre, quoi. Je vais plutôt me concentrer sur les vides. C'est là où vont se faire les échanges qui nous intéressent. Et dans les vides, on a les pores structuraux qu'on va voir dans un sol. Et ceux-là, vous pouvez les observer. Il y a évidemment tout ce qu'a fait la biologie. Là, on en voit un ici, mais il y en a pas mal d'autres, hein. Là, voilà, là, toutes ces formes arrondies. Je vais pousser un peu la vignette. Toc, toc. Les pores structuraux, donc, qui sont les pores biologiques, les fissures, hein, gonflement-retrait, mais sur cette coupe de sol, on en voit plein. Alors, je n'ai pas dit, mais ouais, ça, c'est une coupe de sol de quelques centimètres par quelques centimètres, vue en transparence, hein. On a ici des pores biologiques, donc on a des fissures, mais regardez, il y en a partout, hein, le sol gonfle et se rétracte. Donc on est à des échelles millimétriques, mais il y en a absolument partout. Et puis on a les vides d'assemblage, les lacunes, parce que l'assemblage n'est pas compact, parce que l'histoire du sol fait que tout ça, c'est pas compact, c'est poreux. Et ce sont les pores structuraux qui sont responsables de la distribution de l'air et de l'eau, et qui sont l'habitat pour la vie. Donc c'est vraiment de eux dont on parle quand on parle de fertilité physique. C'est eux que vous pouvez observer à l'œil ou avec une petite loupe. Et vous voyez que sur un sol comme ça, si on part d'hypothèse qu'on a 5 par 5 cm, en fait, vous avez des pores structuraux absolument partout. C'est ce que j'appelle eau et gaz à tous les étages, parce que l'eau et l'air n'ont jamais beaucoup de chemin à faire pour atteindre les agrégats qui sont un peu partout, la matrice du sol, qu'on appelle aussi le plasma. Ça, c'est la matrice argileuse enrobée de ses oxydes, de sa matière organique. Donc vous avez aussi, dans le plasma, vous avez aussi une porosité, mais elle n'a pas du tout la même fonction. Elle fait de la réserve d'eau, elle fait de la réserve de nutriments. Mais les circulations, l'aération, la distribution, la grande distribution, ce sont ces pores structuraux. Donc on va énormément y prêter attention. Et ce sont aussi les plus fragiles, hein. C'est ceux qui peuvent être écrasés par une compaction ou simplement non reproduits, non entretenus par faute d'activité biologique. On va voir faute de matière organique. Alors, l'équilibre aéro, c'est un truc extrêmement important, et pour ça, on veut cette distribution fine et rapide de l'air et de l'eau, hein, donc la microporosité structurale, la porosité structurale fine. J'insiste là-dessus parce que parfois, on s'émerveille parce qu'on a des grosses fissures ou des gros trous de lombric. La porosité très grossière, elle disparaît très vite et elle réapparaît très vite. Mais quand vous avez, par exemple, des fissures importantes avec entre chaque fissure 20 à 30 cm de monobloc, l'eau et l'air mettent des semaines en fait à y rentrer. C'est pas ce qu'on cherche plutôt ces structures très fines qui veulent dire, comme on le voyait sur la diapositive avant, qu'on a une distribution partout. Voilà. Et c'est ça qui va nous intéresser parce que c'est de ce côté-là qu'on a la qualité de la structure. Voilà. Alors, on peut mesurer un indice de dégradation de la structure notamment, on verra. Il y a différentes façons de mesurer ça. Et vous en avez pratiqué une, c'est le test Bech VSS, hein, où vous avez comme critère de notation la finesse de l'agrégation, et puis les pores structuraux que vous voyez aussi bien des grossiers que des fins. Et vous voyez qu'un pore grossier ici, c'est bien sympathique, mais on voyait que vous êtes sur un score 4, là, et que c'est du sol en très mauvais état. Ce n'est pas parce qu'un lombric est venu faire un trou au milieu que ce sol va bien. Éventuellement, il y a un volume poral non négligeable dans des pores grossiers, mais on veut de la porosité, mais on veut aussi de la porosité fine et très bien distribuée, ce qui se matérialise dans ces structures très fines que vous avez appris à reconnaître, donc avec les scores 1, 2, 3, 4, voire 5. Je n'ai pas mis le 5 ici, mais encore plus mauvais. Voilà. Les voilà ici sous forme d'agrégats. Je voulais les remontrer parce qu'on a, par exemple, ici score 2, score 3, score 4, et dont le fameux 3 qu'on a eu un petit peu de mal à identifier ensemble parce que quand vous avez travaillé avec les fiches de test Bech, vous êtes aussi beaucoup concentré sur la taille des agrégats qui sont mentionnés.
Sauf que quand on a fait un travail du sol, on les a brisés, ces agrégats. Donc dans ce cas, il faut surtout prêter attention au fait que si lorsqu'on casse un agrégat, même s'il n'est pas de très grande taille, on a cette absence de porosité à l'intérieur, ce qu'on appelle une motte fermée, alors là, de toute façon, on est au score 3, voire plus. Donc, lorsque vous avez passé un déchômeur, une charrue, plus un herçage, a priori, dans les premiers centimètres de sol, vous risquez pas de trouver des mottes de 10 centimètres, mais ça ne veut pas dire que l'agrégat que vous avez n'est pas un reliquat de ces mottes-là. Et l'observation importante, c'est de savoir si à l'intérieur, on a une porosité complètement fermée, contrairement à ce qu'on voit ici, par exemple. Voilà. Encore un petit mot, et puis on va rentrer dans ce qu'on a observé, c'est le rôle de la matière organique dans les sols. Il y a quelque chose d'assez simple à dire, c'est que plus vous avez une matière organique, plus les fonctions, les propriétés qui nous intéressent vont augmenter, c'est proportionnel. Dans les horizons A, évidemment, en surface, vous doublez la teneur en matière organique, crac, vous doublez ici sur la fonction. Voilà. Donc, aussi bien les fonctions d'ailleurs liées à l'écosystème en général que les fonctions des sols eux-mêmes sont dépendantes de cette teneur en matière organique de façon proportionnelle. Alors, c'est assez important parce que ça dépend aussi de beaucoup d'autres choses, cette propriété des sols. Mais ça, c'est une propriété qu'on modifie avec l'historique culturel, aussi bien en perdant du carbone qu'en en gagnant. Et on va immédiatement jouer sur toutes les propriétés. En voilà une liste qui est loin d'être complète, les porosités, tout ce qui était physique, l'activité biologique, les nutriments, la biodiversité, les aspects thermiques, etc., dont notamment donc, notre fertilité physique, la capacité à porter les machines, le ressuyage, la rétention d'eau, enfin voilà. Tout ça est proportionnel, pour autant qu'on le sache dans toutes les études qui ont été faites, à la teneur en matière organique. Voilà. Donc là, on voit tout de suite qu'on a un levier très important. Évidemment que le fait que ce soit sableux ou argileux, encore une fois, n'est pas indifférent, mais ça, c'est pas un levier, on ne va pas le changer. Voilà. Alors bon, évidemment, on a aussi tout ce contexte du changement climatique. On a aussi à retenir que par rapport au système naturel, en gros, dans les systèmes cultivés d'aujourd'hui, les nôtres, on a perdu, on estime, 50 à 70% de la matière organique par rapport au système naturel. Ce qu'on peut retrouver en comparant avec des prairies non matraquées, par exemple, etc. Voilà. Alors maintenant, matière organique et qualité de la structure, on a vu que résistance, résilience dépendaient de la matière organique. On a vu que beaucoup de propriétés du sol dépendaient de la teneur en matière organique. Après, si on regarde la qualité de la structure sur les tests Bech, par exemple, ou par observation visuelle sur une même échelle de notation, là, ici de 1 à 15, on voit qu'on a un point de bascule ici entre les structures qui sont bonnes et les structures qui sont mauvaises. Et ce point de bascule, c'est le rapport matière organique argile de 17%. Voilà. Alors que lorsqu'on est dans la partie la bonne qualité de structure, on voit sur les études qui ont été faites qu'on est avec beaucoup de matière organique, certes, par rapport à l'argile, et sur des pores structuraux fins, donc avec de l'air et de l'eau partout, ce qu'on voyait sur l'image en coupe tout à l'heure, et aussi de la portance, et aussi du drainage, et puis ça évidemment, ça manifeste du coup sur la santé des plantes, etc. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose qui est très déterminant ici, mais ce qui est important de retenir, c'est que le niveau de matière organique nécessaire s'apprécie par rapport à la teneur en matière en argile, c'est le rapport entre les deux qui nous intéresse, c'est pas la teneur tout court. Très souvent, on nous demande, ou les étudiants, etc., mais est-ce qu'il faut 2% ou est-ce qu'il faut 3% de matière organique dans un sol? Ça n'a pas de sens de le poser comme ça. Il faut le voir ici, vous voyez les résultats ici, argile, matière organique, avec 10% d'argile. Si vous avez 2% de matière organique, vous êtes très haut par rapport à tous ces échantillons ici. Si vous avez 30% d'argile, avec 2% de matière organique, vous êtes au plus bas. C'est vraiment le rapport qui fait foi. Et puis, on retrouve un rapport de 24% pour lequel les scores de qualité de la structure en moyenne sont de 2, un rapport de 17% pour lequel les scores en moyenne sont de 3, et puis un rapport de 12% qu'il ne faudrait pas avoir, parce qu'en moyenne, encore une fois, les scores sont de 4. Alors ça, c'est en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'avec un rapport de 24%, vous avez forcément un score de 2. Ça fluctue, on a bien dit, dans le temps. Puis vous pouvez faire un tractor pooling et puis vous verrez la qualité du score. Donc ce n'est pas une garantie à un instant T d'avoir telle qualité, mais en moyenne, on va fluctuer autour du score 2, par exemple, enfin même inférieur à 2, si on a 24% de rapport matière organique argile. Alors qu'en moyenne, on va se trouver autour des 4 de score si on a un rapport de 12%. Voilà. Donc c'est un point de repère très important en fait, de la vulnérabilité de la structure, c'est-à-dire de la façon dont elle va encaisser les impacts mécaniques, puis se récupérer, se refaire derrière.
Voilà. Donc, qualité de la structure, rapport matière organique argile sont quelque part proportionnels, hein, c'est lié à la vulnérabilité. Et puis, bah, il faut plus de matière organique pour atteindre la même qualité lorsque la teneur en argile augmente, hein, ce qui peut être perçu comme une peine, c'est-à-dire que lorsque ici on s'arrête à 35, on va voir que ici, sur le Jura, on va plus loin. Et on peut considérer que c'est une difficulté, mais on va en reparler, bien sûr. Voilà. Donc, caractériser la structure, ça peut se voir sous l'angle de la qualité tout court, hein. On a le test bêche que vous avez pratiqué, le profil cultural aussi, et puis on passe au laboratoire avec différentes méthodes, là aussi visuelles, ou carrément des mesures physiques qu'on a fait, dont on vous a déjà un peu parlé, dont je vais reparler ici. Et puisqu'on est sur la qualité de la structure, on est sur les changements rapides. Puis il y a la vulnérabilité, qui est changement lent, parce que c'est le rapport matière organique-argile. Et puis, si vous avez une forte vulnérabilité, vous risquez très vite de perdre de la qualité lorsque vous avez un impact. Et par contre, vous risquez de le récupérer lentement, cette qualité, après l'impact. Alors, si on regarde du côté du canton du Jura, c'est les chiffres qu'on avait sortis avec Luc et Amélie au moment de préparer le projet. Avec toutes les analyses de sol là, on voit que, en fait, la plupart sont situés distribués autour du rapport matière organique 12%, c'est-à-dire que finalement, vous voyez que les exploitations qui arrivent, les parcelles ici, hein, qui arrivent à 17%, ben, on en a déjà, ça c'est déjà nettement clairsemé, mais il y en a. Et puis à 24%, ben, c'est encore plus clairsemé, mais il y en a encore. Mais en fait, la médiane, c'est-à-dire la moyenne des échantillons, pas la moyenne d'échantillons, le 50% des parcelles sont en dessous de cette valeur et 50% au-dessus, donc c'est ce qu'on appelle la médiane. C'est-à-dire qu'on est quand même centré pour le Jura sur 12%. Il faut remonter à 17% si on veut avoir une vulnérabilité acceptable. Bon, certains d'entre vous y sont, à la preuve, mais la majorité pas. Et si on veut avoir cette vulnérabilité acceptable, ben, il faut l'atteindre. Ça, c'est un objectif agronomique important à poursuivre et à identifier sur la base des analyses de sol. Alors, si on regarde sur Terre vivante, on a à peu près la même image que sur le canton complet, enfin sur les cantons. Voilà, on a des gens qui sont parmi vous à 24%, un certain nombre qui sont entre 17 et 24, et puis effectivement, le gros de la troupe est quand même un petit peu au-dessus du 12, mais se trouve en quelque part entre le 12 et le 17. C'est légèrement supérieur, mais globalement, on reste sur quelque chose d'insuffisant, c'est-à-dire qu'on reste sur une vulnérabilité assez forte. Ce qui veut dire qu'il y a probablement un risque élevé de structure dégradée, hein, suite aux pratiques culturales, ce que vous aviez relevé en proposant le projet, et ce qui veut dire qu'on s'attend à un manque de porosité structurale fine. Voilà, très probable, rien que au vu de ces chiffres. Alors visuellement, ben, en moyenne, on est arrivé à un score de 3 sur les échantillons, hein. On arrive à un score de 3 en moyenne, voire légèrement supérieur, ce qui veut dire qu'effectivement, on va être en manque d'aération du sol, un manque de porosité structurale en général, et en manque de matière organique, puisqu'il y a un lien fort entre cette porosité structurale et la teneur en matière organique. Donc on va retrouver un petit peu ce qu'on vient de voir avant, l'expression en fait de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire une vulnérabilité trop grande, bah, on la retrouve effectivement visuellement. C'est pas la cata, hein, tout le monde n'est pas entre 4 et 5, mais c'est plutôt distribué autour de 3, et donc centré sur des qualités de structure qui sont limites à insuffisantes. Voilà. Ce qui est important, c'est aussi de noter au passage, on va revenir là-dessus, je vous disais, ben, on a des textures jusqu'à 55% d'argile sur les parcelles qu'on a prélevées, que vous savez. Il n'y a pas de tendance du score de qualité. On peut imaginer, et on va y revenir, qu'un sol argileux, c'est plus difficile à gérer en termes de qualité de la structure. Ça peut être plus fragile, hein. Ça ne se retrouve pas. En moyenne, vous voyez, sur tous les échantillons qu'on voit, ben, on reste centré sur ce 3, quelle que soit la texture, hein, depuis les 10-20% jusqu'aux 50-55%. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de pénalité avec les sols argileux. Alors, la compaction, c'était un des sujets, c'est une des possibilités de la dégradation, c'est la compaction. C'est-à-dire que là, les sols sont écrasés, ils sont tassés, hein, et ça, on ne le trouve pas. Globalement, si on regarde les valeurs de densité apparente des sols, on est quelque part vers les 1,35, puis voire même, lorsqu'il n'y a plus d'argile, eh bien, ça peut vous surprendre, mais les sols sont de moins en moins compacts. Et on va voir pourquoi. Donc, plus d'argile, densité plus faible, sol moins compact. De nouveau, on ne retrouve pas la pénalisation du point de vue physique du sol liée à laquelle on pourrait s'attendre avec des fortes teneurs en argile. Et on ne peut pas dire qu'on soit dans des sols compacts, même si là, on est déjà dans des valeurs un petit peu élevées, hein.
Mais quand on vient de l'arc lémanique comme nous, on est habitué à des 1,6, 1,7, 1,8, voilà, etc. Donc on est loin, loin, loin de ces gros tassements. Sur France aussi, hein, vous avez les tassements jusqu'à 60 cm où vous êtes entre 1,6 et 1,7, quoi. Alors, la porosité structurale d'aération, c'est une notion que vous retrouvez sur les fiches de qualité de sol, c'est-à-dire la porosité structurale la plus grossière. Eh ben, si on la regarde dans ces échantillons, hein, dans les mêmes que ceux-là, si on regarde cette porosité structurale d'aération, ce sont les pores supérieurs à 15 micromètres, donc ça peut vous paraître fin, mais c'est déjà assez grossier en fait. Eh bien, elle est insuffisante en général. Vous voyez, la distribution des valeurs, on va sur cette échelle-là, ça c'est des centimètres cubes par gramme, enfin peu importe. Vous avez une catégorie très mauvaise, une catégorie mauvais, et on passe à l'acceptable. Vous voyez, bah, la très grande majorité des parcelles sont derrière nous. Elles sont presque toutes dans des porosités structurales, celles d'aération, celles qu'on voyait sur la lame mince en disant où sont distribués l'air et l'eau. Eh bien voilà, c'est insuffisant dans la plupart des échantillons. De nouveau, pas de pénalité pour les fortes teneurs en argile. Ça, c'est la limite qu'il ne faudrait pas, au-dessus de laquelle devraient se trouver les échantillons. Malheureusement, il y en a 60% qui sont en dessous, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. 60% des échantillons sont insuffisamment aérés en fait, et insuffisamment dotés de porosité qui conduisent l'eau et l'air. Mais de nouveau, on ne trouve pas de pénalité avec la teneur en argile, voire même une légère augmentation de la porosité lorsque le sol est plus argileux. Donc ça peut paraître un mystère, on va lever le voile sur ce mystère. La teneur en argile ne pénalise pas non plus la vulnérabilité. Voilà le rapport matière organique-argile. Et regardez, on va de 10 à presque 60%. Ce rapport est quasiment constant, hein. C'est une question qu'on me pose très souvent, puisqu'on a introduit cette notion de rapport matière organique-argile, puis j'ai eu à la présenter dans plein de contextes. À chaque fois, on me dit non, mais d'accord, 30, 35, ok, mais au-delà, ne me dites pas qu'on peut encore maintenir des rapports matière organique-argile élevés. Bah regardez, ici, on se promène à plus de 50% d'argile et on a toujours des gens qui se promènent entre 23 et 12. Hein. On a à peu près la même distribution, à part quelques extrêmes. Peut-être là, faudrait-il, il y en a trop de points pour voir une tendance à la baisse. On ne peut vraiment pas dire que les sols argileux soient pénalisés ni du point de vue des propriétés physiques, dans vos champs, hein, j'entends, à travers les pratiques que vous avez, ni du point de vue de la teneur en matière organique. Autrement dit, plus vous avez d'argile, plus vous avez de matière organique de façon tout à fait proportionnelle. Il y a des fluctuations, vous savez, toutes les parcelles ne sont pas égales entre elles parce que vous ne faites pas tous la même chose. Mais en moyenne, on retrouve la même constante, c'est-à-dire le même rapport matière organique-argile. En moyenne, d'ailleurs, vos pratiques culturales ne sont pas différentes selon la texture de vos sols, hein, et elles produisent un certain rapport matière organique-argile qui est insuffisant, mais qui est constant en fonction de la texture. Et c'est ça qui nous lève la clé, c'est que, je vous ai dit au début, les propriétés physiques sont proportionnelles à la teneur en matière organique. Quand j'ai plus d'argile, j'ai plus de matière organique, ça c'est un phénomène connu en pédologie. Et c'est pour ça qu'on voyait cette densité apparente qui diminue légèrement, ou cette teneur en air qui augmentait légèrement. Ça, c'est lié au fait que finalement, il y a plus de carbone. Donc là, pour nous, c'est quand même quelque chose de très intéressant et un peu surprenant. On se disait, bah, comme tout le monde, ouais, les fortes teneurs en argile, c'est quand même tellement délicat à travailler. Il y a peut-être une pénalisation du point de vue de la matière organique et du point de vue des propriétés physiques. Ben, on a vérifié très soigneusement là, on ne peut vraiment pas dire ça. À système de production égal, vous obtenez un résultat identique de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de la vulnérabilité de la structure, du point de vue de la qualité structurale, voire meilleur avec les sols les plus argileux. Voilà. Donc, si on prend un peu de recul sur ce qu'on a trouvé au niveau de la structure des sols, la structure des sols, elle n'est pas compactée. Donc, on n'est pas face à des problèmes de tassement. Mais par contre, les mesures donnent tout à fait raison aux hypothèses de base que vous avez posées avec la FRI pour ce projet. La qualité est effectivement insuffisante. Et c'est essentiellement un manque de porosité structurale fine qui est lié, et ça c'est bien connu, à un manque de matière organique et l'activité biologique qui va avec. Voilà. Alors ça résulte dans des problèmes d'aération, de réserve en eau, d'infiltration, etc. Ce qu'on avait dit, ces propriétés de transfert RO. Et puis, l'autre surprise, c'est que les sols argileux ne sont pas pénalisants de ce point de vue et qu'on est donc face à un état initial qui nous dit qu'il va falloir travailler sur matière organique, activité biologique dans les sols, c'est-à-dire augmenter les teneurs.
Ça, c'est vraiment brut de fonderie ce que l'état initial nous dit, avec les quelques précisions sur l'effet de l'argile, etc. Voilà. Alors, sans oublier le pH, attention, ça, moi, je le ramène toujours, mais c'est tellement important. On a quand même 70 parcelles qui sont en dessous de ce seuil-là, qui est le premier seuil 6,5. Ce n'est pas encore le drame, mais on rentre dans un domaine où on va disperser les argiles. On aura des problèmes de structure. J'ai eu l'occasion de faire des profils culturaux avec des sols qui étaient dans cette fourchette-là, en tout cas un. Et puis, il semblait poser une colle au niveau structure, mais quand on est dans cette gamme de pH, avant de se poser des cols sur la gestion de la matière organique, la gestion de la mécanique, etc., on remonte le pH, puis on discute après. Donc ça ne doit pas arriver. On est 70 sur 395, ce n'est pas un pourcentage négligeable, hein, on est autour des 20%. C'est beaucoup. Je ne suis pas étonné. Et il y en a certains qui sont sous le seuil de toxicité, donc là vraiment très bas. Bon, il y a peut-être des raisons particulières, hein, je ne pointe personne du doigt, puis je ne connais pas ces parcelles, mais je suis habitué à trouver des pH comme ça très bas, ou en tout cas insuffisants, et à ce que cette observation ait échappé. Alors, vous avez en fait les analyses, vous avez ces chiffres, et puis très souvent, je suis confronté à cette situation devant un profil cultural. Je ne comprends pas, c'était une prairie, il n'y a pas longtemps qu'on l'a mis en culture, on fait ce qu'il faut, tatati, tatata, et la structure, ça ne va pas, la matière organique, ça ne va pas. Vous sortez le pH 5,8, bon, on arrête de discuter, il faut remonter le pH. Et vous remontez le pH, et vous revenez 2 ans après, et c'est plus le même fonctionnement. Voilà. Donc, c'est un message bête comme chou, mais qu'on a tendance à oublier, je le rappelle, même si notre axe, c'est structure, etc. Là, on se met un boulet au pied si on n'a pas corrigé le pH. Voilà, alors quel levier? Quel levier, puisqu'on sait qu'on veut gagner de la matière organique. Alors, il se trouve qu'on travaille pas mal là-dessus, puis que c'est assez connu, même si ça mérite encore d'être beaucoup travaillé, et vous êtes les premiers à nous retourner ça, vous allez voir. On sait que les apports en matière organique, ça joue favorablement, c'est sûr. On sait que les couverts végétaux, ça joue très fortement. J'ai mis 2 flèches parce que, bien sûr, on peut mettre un paquet d'engrais de ferme et puis avoir des difficultés à conduire des couverts. Je ne dis pas que couverts végétaux, c'est plus facile que ça. Et en termes d'effet, ce qu'on voit sortir sur les exploitations, alors là, pour le coup, c'est un retour d'expérience sur l'arc lémanique, mais on a quand même énormément d'exploitations. Et puis, c'est la littérature qui le dit aussi. Les couverts végétaux, c'est le grand levier. Alors que le travail du sol, lui, va jouer dans l'autre sens. Alors, il va jouer dans l'autre sens pour plusieurs raisons, mais la raison la plus vicieuse, c'est celle-là. C'est que quand on a fait du travail du sol et qu'on a retardé le moment d'implanter un couvert et qu'on a séché le sol, ce qui va retarder encore la levée du couvert, en fin de compte, soit on ne fait pas de couvert parce qu'on sait que ça ne servira à rien, soit la biomasse est très faible. Alors, les couverts végétaux sont efficaces quand on a les très fortes biomasses et que ces biomasses sont restituées au sol. Voilà. Donc, je vous le dis brut de fonderie, vous êtes certainement tous déjà, comme on l'a déjà discuté auprès de profils, en train de vous dire, il est gentil, mais je fais quoi, moi, chez moi, pour avoir un couvert à forte biomasse et en plus le laisser au sol? C'est une vraie question, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles sont liées entre elles. Donc, qui dit travail du sol dit plomb dans l'aile pour faire du couvert végétal. Alors, limiter l'impact mécanique, c'est en soi aussi un objectif, hein, puisqu'on sait que le travail du sol en soi pose problème de toute façon vis-à-vis de la teneur en matière organique. On pourra revenir s'il y a des discussions là-dessus sur le pourquoi, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est clair. Voilà. Et puis, on a une convergence, hein, c'est-à-dire que le non-travail avant implantation des couverts, en raison de cette interaction, il est assez important. Autrement dit, c'est ce qu'on réalise un peu partout maintenant sur les terroirs agricoles, c'est que dans l'idéal, il faut réussir à semer, comme on dit, un couvert végétal au cul de la batteuse, donc sans avoir travaillé, sans avoir séché le sol. Toutes les régions écoclimatiques ne le permettent pas, et soit que c'est trop sec, soit ici on a un problème d'altitude et donc de température degrés. Hein. Là, c'est vraiment un problème à travailler dans ces conditions-là. Mais les gens ne s'avouent pas vaincus, donc ça progresse. C'est sûr que le point faible des exploitations qui sont dans le projet-là, c'est effectivement ce semi-direct est couvert. Pour différentes raisons, on a peu de couverts végétaux pour un ensemble de raisons, et le semi-direct, on a très peu d'expérience aussi. Donc il y a probablement une marge de progression, mais ça va être le gros sujet. Je mets en point de discussion aussi parce qu'on emploie le terme de couvert végétal, mais en fait, il est récolté, il est utilisé comme fourrage. Donc, moi, ça, je le mets en culture. C'est pas forcément mauvais pour le sol, c'est même une bonne chose, mais ça n'a pas l'efficacité du couvert végétal restitué. Il ne faut pas les confondre, les deux. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, en plus, on en a besoin, mais
garder en vue, qui a la possibilité de faire des couverts qui sont restitués au sol, et que c'est là qu'on a un gros levier, par exemple. Voilà. Alors, il y a aussi toutes les questions, notamment dans toutes les conditions climatiques difficiles, des couverts associés, de l'installation des couverts sous culture, des couverts permanents, etc. Il y a toutes sortes de dynamiques là. On n'est plus dans la pédologie, qui est notre métier, mais évidemment, nous, on est en contact avec ça en permanence parce qu'il faut débloquer ces solutions-là pour pouvoir débloquer la qualité du sol. Mais à mon avis, et notre avis, parce qu'il y a aussi Agroscope et il y a aussi toute l'équipe EPIA et Ophélie qui est là, nous, on arrive vraiment là-dessus, à dire, bon, il va falloir jouer sur ces leviers, et c'est le travail qui est devant nous. Voilà. Je reviens un petit peu quand même rapidement sur ces principaux facteurs significatifs. On les a identifiés là sur 120 exploitations autour de l'arc lémanique. Ça, c'est le taux d'évolution annuel pour 1000 de carbone. On va de moins 30, moins 50 pour 1000 à plus 50 pour 1000. Donc, on peut perdre en gros 5% par an, enfin, fois 0,95 par an ou fois 1,05 par an. Et ça, c'est le nombre d'espèces dans les couverts. Et ça, c'est le nombre de couverts dans la rotation. D'ailleurs, c'est un peu mieux exprimé maintenant en comptant le nombre d'intercultures qui n'ont pas été couvertes. Et vous voyez un effet positif, plus on a de couverts, plus ils sont diversifiés, plus on va être dans des teneurs, des accumulations de carbone élevées. Alors qu'à l'inverse, le nombre de labours, ou plus intéressant encore, l'indice de perturbation mécanique, qui tient compte de toutes les opérations mécaniques, labour ou pas, eh ben on voit que ça va peser et ça va nous entraîner petit à petit vers des teneurs négatives. Voilà. Donc on voit bien, et alors ce qui se passe, c'est que plus on fait d'intensité mécanique, moins on fait de couverts. C'est complètement anticorrélé, pour des raisons qu'on a évoquées, mais que vous connaissiez mieux que moi, finalement. Et puis, le dernier point que je voulais vous montrer, taux d'évolution. Donc là, on est toujours sur l'arc lémanique, parce qu'on a les taux d'évolution carbone qu'on n'a pas encore sur le Jura. Ça, c'est les catégories d'indices mécaniques, d'intensité mécanique. Inférieur à 40, c'est des gens qui sont en SD strict. Puis supérieur à 120, c'est des gens qui sont en labour conventionnel. Et regardez, lorsque le rapport matière organique argile va de 5 à 10, à 15, à 20, à 25, etc., eh bien, plus il augmente, ce rapport matière organique argile, plus le travail du sol va tirer vers des taux négatifs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un rapport en matière organique argile qui est bon parce que pour des raisons historiques, vous avez converti une prairie où il y avait beaucoup d'engrais de ferme, etc., en terre ouverte. Mais vous ne faites pas d'illusions. Si vous êtes en travail du sol, vous allez être en taux négatif. Alors, ça peut parfois se compenser. On voit ici quelqu'un qui est déjà à 18 quand même de rapport matière organique argile et qui reste dans des taux légèrement positifs. Bon, derrière, il y a une stratégie couverte très serrée, il y a de la fertilisation, on n'exporte pas les pailles, tous ces autres facteurs jouent bien sûr, d'où l'hétérogénéité. Mais la tendance moyenne, elle est là. Et la tendance moyenne, elle dit, si vous voulez dépasser le rapport matière organique argile de 12, la moyenne sur le Jura, faut arrêter de travailler mécaniquement. Alors non, on a d'autres solutions, on a d'autres leviers, mais c'est la moyenne. En moyenne, ça met quand même clairement l'accent sur le fait que lorsqu'on va travailler le sol, disons en tout cas de façon intensive, on ne va pas réussir à stocker au-delà d'un certain seuil. Par contre, ce qui est intéressant, le verre à moitié plein, c'est que vous n'êtes pas obligé d'abandonner le travail du sol pour commencer à restaurer les teneurs en matière organique, et vous pouvez réduire petit à petit. Ça, c'est des catégories labour occasionnel, ça, c'est la catégorie TCS, etc. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, vous avez de la marge de manœuvre. Donc, on n'est pas dans un système tout blanc, tout noir, on-off. On n'est pas à dire il faut passer en SD punch-loose, mais il faut prendre conscience du fait que plus on va gagner de carbone, plus il va falloir combiner des efforts couverts végétaux et réduction du travail du sol pour continuer à progresser. Voilà. Bon à savoir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si Ophélie, j'ai loupé des choses. Et puis, sinon, je vous passe la main. Je crois que je suis dans les temps quasi, non ? Discussion lancée, merci. Très bien, merci Pascal. Ophélie, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Non, je voulais rebondir sur les questions qui étaient posées dans le chat, mais je te laisse faire. Oui, alors c'est vrai que dans le chat, il n'y a pas énormément de questions. Il y a Fabrice Nagel qui se questionne sur les histoires de parasites du sol et les couverts végétaux. Peut-être que je te laisse préciser, Fabrice. Volontiers. Ça fait quelques années qu'on couvre systématiquement, même quand on n'est pas obligé de le faire. Et puis chaque fois que je remarque qu'on a des couverts qui sont très bien développés, l'année suivante, je me prends une baffe avec des parasites du sol qui sont très problématiques, quoi. Et puis cette année, voilà, les betteraves sont semées maintenant.
Et on voit déjà c'est déjà la première fois que je trouve autant de taupins dans les champs, quoi. Alors, on verra le résultat, parce que le souci, c'est que avant, on avait des traitements, maintenant, il n'y a plus. Donc, je ne sais pas comment on va faire cette année. Alors, et puis justement, la corrélation entre le couvert végétaux, les couverts végétaux, on a bien compris que ça aidait nos sols. Mais ma foi, on doit les implanter tôt pour qu'ils réussissent bien. Puis quand ils réussissent bien, ça nous amène beaucoup de parasites dans le sol, parce qu'ils ont le temps de s'implanter en été et de se reproduire. Enfin voilà, je vais pas vous faire je pense que vous le connaissez certainement mieux que moi. Alors, je ne sais pas si vous avez des appréciations de type de couvert ou d'autres manières de procéder pour avoir un peu moins de soucis avec ces parasites. Je ne sais pas. Tu pourrais me répondre à ça. Est-ce qu'Ophélie, tu veux répondre? Tu veux que je le fasse? Oui, je préfère que tu fasses, oui. Alors voilà. Alors bon, oui, ça c'est des retours qu'il y a un peu partout. C'est-à-dire que lorsqu'on change le système, on change le cortège de problèmes. Donc on va changer le système pour gagner quelque chose et puis on va rencontrer des problèmes qu'on ne rencontrait pas avant et qu'il va falloir résoudre. Alors le taupin en est un, qui est mentionné souvent. Mais les réponses existent aussi. C'est-à-dire quand on est dans par exemple, toutes les associations comme Suisse Nautil, mais je trouve peut-être encore mieux Base, où on a ces problèmes qui arrivent et puis ces solutions qui ont été dégagées qui sont exposées. La difficulté de toutes ces techniques de restauration du sol, c'est que les problèmes ne s'expriment pas de la même façon selon les terroirs. Donc il faut à la fois être à l'écoute de qui a fait quoi pour résoudre son problème, mais en même temps, il faut l'adapter. C'est-à-dire qu'il faut essayer. Parce que ce n'est pas parce que ça a été résolu dans une zone climatique un peu différente, un type de sol un peu différent, que ça va être exactement la même chose qu'il va falloir faire. Donc il y a une mise au point à faire, c'est évident, dès qu'on change le système, on change la dynamique des pathogènes, donc on en a peut-être, je ne sais pas si vous avez fait cette observation, mais il y en a peut-être d'autres dont la pression a été réduite. Puis par contre, il y a des pressions qui apparaissent. Voilà. Et alors, on ne peut pas vendre du prêt-à-porter, là, d'abord ça relève plus d'une compétence cette fois-ci de conseil en agronomie, qui est moins la nôtre, même si, moi je fréquente toutes ces réunions et j'entends ce genre de thème revenir. On a des gens qui ont résolu, mais on peut pas, c'est pas du prêt-à-porter, on ne peut pas juste prendre la solution et la déplacer. Il faut les connaître, voir de quel type elles étaient, et puis l'adapter. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Mais l'expérience aussi, c'est que la solution existe, en général. Il faut l'adapter, mais les gens l'ont dépassé. Là où ils ont insisté, ils l'ont dépassé. Puis c'est la deuxième dimension, c'est que là, ça, je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes passé à ces couverts, là. Ça fait longtemps? Pratique de couvert permanent, ça fait pas loin de 10 ans, comme il faut. Ouais. Alors là, ça fait comme... Parce que il y a aussi une observation importante, peut-être pas au bout de 10 ans, mais les 4-5 premières années, il y a aussi des dynamiques qui se mettent en place sur certains pathogènes qui après ont tendance à se réguler parce que leurs antagonistes se mettent en place. Donc c'est vrai que le constat à court terme, sur les 2, 3 jusqu'à 5 ans, ne doit pas être considéré comme un constat définitif. 10 ans, là non, c'est vraiment un problème à résoudre, je pense. Et voilà, moi je ne peux pas aller plus loin sur le taupin en particulier, les couverts. Je confirme que oui, c'est un problème qui apparaît. Peut-être que Luc d'ailleurs et Amélie ont plus d'infos là-dessus. Et puis, moi j'ai assisté souvent à des discussions où les problèmes ont été résolus d'un terroir à l'autre. Mais comme dit, ce n'est pas quelque chose qu'on va juste transposer. Il y a des fois des cas où on a des solutions qui fonctionnent partout, mais là, je ne saurais pas le dire. Je ne sais pas si Luc ou Amélie, vous avez quelque chose là-dessus. Pour ma part, je ne suis pas un expert taupin, mais je pense qu'Amélie a peut-être plus d'informations. Ouais, si on se concentre sur le ver-fil de fer, c'est une grosse problématique générale et qui a tendance à s'accentuer de manière globale, quel que soit finalement le type de travail du sol. Donc, c'est un gros souci chez beaucoup de monde, malheureusement. Par contre, de manière globale, par rapport à tous les indésirables liés au changement de pratique, moi, j'avais plutôt envie de faire réagir éventuellement des agriculteurs qui sont avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a des expériences, certains d'entre vous qui ont des expériences, des échecs comme des réussites, mais est-ce que il y a parmi nous, il me semble qu'il y a quand même, il y a peut-être des gens qui sont en travail très réduit du sol avec des couverts aussi, pas que toi, Fabrice. Est-ce qu'il y a des expériences à partager? Vous pouvez soit lever la main ou mettre un commentaire dans le chat si vous souhaitez prendre la parole. Vous osez. Ouais, alors, Jean-Bernard. Jean-Bernard qui a levé la main. Tu peux activer ton micro.
Faut que tu actives ton micro, on ne t'entend pas. Voilà, là, il est activé. Il était activé. On t'écoute. T'as le micro activé, mais on t'entend pas. Là, c'est plus grave. Oui. Visiblement, tu ne veux pas. Là, tu l'as réactivé. Visiblement, on a un problème technique avec Jean-Bernard. Sinon, de manière plus large, est-ce que vous avez encore des réactions, des questions, des remarques à poser à Pascal, à Ophélie? Claude, Oui, bonsoir. Vous m'entendez? on t'entend. J'ai une question et puis je suis pas trop surpris du résultat de la présentation de Monsieur Boivin parce que la matière organique c'est un truc que j'essaie de suivre depuis que je suis sorti de l'école. Mon père le faisait déjà. D'ailleurs, dans le commentaire, je peux faire l'historique d'une parcelle depuis 1966 où lui faisait déjà découvert. Et c'est une parcelle qui est près du domaine, qui est soi-disant surpurinée ou de la matière organique plus régulièrement. Et j'ai un taux aujourd'hui, la dernière analyse, de matière organique à 2,2, donc je suis à 12, je ne sais plus combien, 12,5 dans le ratio. Donc, je ne sais toujours pas comment améliorer cette matière organique aussi basse. Et c'est aussi pour ça que je suis parti dans le BRF. Voilà un petit peu ce que j'ai constaté sur un historique d'une vieille parcelle. Ouais. Bon, déjà, le BRF, vous avez vu, je crois que vous avez eu l'occasion en tout cas d'entendre le travail de Lucas Armenjean. Puis on est effectivement, on pense que c'est des choses à mobiliser. Alors, c'est une ressource qui est insuffisamment utilisée et puis ça a l'immense mérite d'être une ressource locale, c'est-à-dire du carbone qui a été généré sur l'exploitation, potentiellement en tout cas, et pas plus coûteux, semble-t-il, que d'acheter de l'engrais de ferme si on n'en a pas à disposition. Donc BRF, oui. Après, je vais aussi faire le lien peut-être avec une autre question que j'ai vu apparaître là, de Joël Dominier. C'est l'ensemble des pratiques qui va conditionner l'évolution de la teneur en matière organique. Donc, nous, ce qu'on constate après avoir fait tout ce travail sur les exploitations sur l'arc lémanique, c'est que quand on combine l'ensemble des leviers, les facteurs que j'ai cités, on n'a plus d'inconnus. C'est-à-dire que les exploitations se trouvent là où elles doivent être. Entre le bilan d'apport de matière organique, mais attention, ils ne sont pas tous égaux. Vous avez parlé de puriné, ça apporte beaucoup moins de matière organique qu'un fumier, etc. Donc, il y a un coefficient appliqué pour savoir ce que ça donne finalement en matière organique. Donc déjà là, ça vaut le coup de faire le bilan vraiment, y compris les exportations. C'est-à-dire est-ce que les pailles sortent, etc. Donc en faisant ce bilan complet, on voit déjà qu'est-ce qu'il en est de ce levier organique. Puis après, l'autre composante, ça va être le travail du sol et son impact éventuel. Bon, on fait des couverts, d'accord, mais quelle est leur biomasse? Bon, là, sur Genève, actuellement, on est en train de lancer enfin, vous savez peut-être, Agri-Genève et Nicolas Courtois travaillent beaucoup sur ces couverts végétaux. On est en train de lancer un programme où on propose aux agriculteurs une rémunération au résultat de biomasse obtenue. Puis l'échelle, c'est 4, 8 ou 12 tonnes de matière sèche, quoi. Quand je vois sur France, sur le Jura, on a peu de chiffres, mais ceux qu'on avait n'étaient pas aussi élevés. Et sur France, ils sont tout heureux quand ils ont 3 tonnes de matière sèche sur France voisine. Donc, il y a une gamme d'efforts à faire. Et puis, clairement, ça répond. Donc, le fait d'avoir un couvert, c'est une chose. Il faut de la biomasse. Voilà. Donc, après, là, vous avez situé le rapport matière organique argile. Donc, là, on voit. Donc,
Ce serait intéressant qu'on rentre dans une analyse plus détaillée du système là, par exemple, dans ce cas-là. Effectivement, en faisant le bilan exact des entrées et sorties de matière organique, et puis regarder, par exemple, au niveau des biomasses de couvert, qu'est-ce qui sort. Mais en général, quand on a tous ces éléments en main, on comprend où on en est. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est quand même d'être sur une phase ascendante et pas descendante, déjà. Voilà. Et le lien, c'était avec la question 10 cm, 20 cm sur le labour. Alors, d'abord, j'insiste, j'ai essayé de le montrer avec le dernier graphe, mais labourer n'est pas un péché. Et puis, on a toute une gamme d'outils possibles et on n'est pas du tout anti-labour. Il y a eu un certain dogmatisme comme ça qui est apparu quand on a commencé à s'enticher de l'agriculture de conservation. Après, elle s'est développée toute seule comme une grande sans soutien, mais le jour où c'est devenu passer sous les feux de la rampe, on a commencé à dire attention, l'hérésie, la charrue, etc. Non, c'en est pas une, on voit bien que non. Nous, on insiste beaucoup plus, et puis il y a pas mal de résultats en recherche qui le montrent aussi, sur l'effet que ça peut avoir, le contre-effet que ça peut avoir sur le couvert. Mais si vous gérez sans contre-effet, en soi, le labour de temps en temps ou les autres opérations de travail du sol, ce n'est pas un drame. Et effectivement, si on réduit la profondeur, c'est intéressant. Mais, et là, il y a des essais, par exemple, au FIBOL, auxquels on a contribué aussi, où on voit bien quand on travaille du sol réduit, on arrive à faire la différence avec un travail plus profond. Donc, ce n'est pas inintéressant. Sous réserve qu'on ne pénalise pas, de nouveau, l'histoire des couverts. C'est-à-dire que ce que répètent pas mal de gens comme Archambault, Thomas, etc., c'est essayer de ne pas travailler plus profond que le niveau où vous allez poser la semence. Parce que sinon, vous avez séché le lit de semence et vous avez coupé la capillarité, donc l'eau résiduelle en dessous, elle ne remonte pas. Et puis, on attend les pluies d'automne. Nous, à Genève, cette année, c'était fin septembre, la première, pour que quelque chose lève. Donc, on a une stratégie couvert, on a des couverts, mais on n'a pas les biomasses. On a des gens qui sont en agriculture de conservation depuis 10-12 ans. Donc, ils cochent toutes les cases. Mais alors, la teneur en carbone, elle n'a pas bougé d'un pouce. Et ce n'est pas des trucs mystérieux, c'est lié à ces facteurs-là. Simplement, quand on les chiffre, on dit, oui, normal. Voilà. Donc, il faut revenir là-dessus et puis réussir à appuyer sur les leviers sur lesquels on peut appuyer. C'est parfois plus facile d'avoir, comme votre réflexe, là, de dire je mets du BRF. C'est un bon réflexe. Si c'est plus facile d'avoir effectivement des apports de matière organique, mais il ne faut pas abandonner la piste des couverts parce que c'est vraiment un levier puissant, quoi. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. Je vais les remercier dans le chat. Tu as vu, Luc, qu'il y a encore un commentaire sur les taupins? Oui, c'est Jean-Bernard, justement. Ah, c'est Jean-Bernard, pardon. Oui. Donc, également un problème taupin. Oui, puis qui est en conflit avec les outils phytosanitaires, quoi. Oui. Enfin, c'est pas si phyto que ça, mais sanitaire tout court. Oui, c'est vrai, Amélie, tu as raison de dire, c'est vrai qu'il y en a partout maintenant. Ouais, la problématique taupin, elle était peut-être liée à une réduction du travail du sol, mais elle devient, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il y en ait vraiment beaucoup plus dans des systèmes de travail du sol très réduits par rapport à du conventionnel, par rapport à du bio. Ces dernières saisons, là, depuis 1-2 ans, ça devient une très grosse problématique qui se répand sur beaucoup de cultures. Donc, c'est un vrai problème qu'il ne faut pas négliger, ça c'est clair. Après, il n'est pas que lié à la réduction du travail du sol. On dit qu'en travaillant le sol, effectivement, on assèche un peu les œufs, etc., et que du coup, on réduit un petit peu la chose, mais on voit qu'en agriculture biologique, où on peut éventuellement travailler un petit peu plus le sol qu'en agriculture conventionnelle, ou en tout cas, on le fait plus pour différentes raisons, on ne résout pas du tout le problème des vers de fil de fer. Donc, c'est un problème vraiment très complexe et pour lequel, pour l'instant, on n'a pas de réponse malheureusement valable à apporter, quelle que soit d'où vienne la question, qu'elle vienne de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture de conservation, de l'agriculture bio. On est vraiment coincé avec ça, quoi. Je suis en train de me demander si on ne pourrait pas demander à un de nos étudiants en bachelor de nous faire un point global sur les observations, sur la dérive que le signal a sur le taupin, la pression, et puis sur éventuellement des situations où les gens ont réussi à s'adapter. Ça pourrait être un sujet. Je ne parle pas de limiter au Jura, là, c'est de couvrir plus large, mais de regarder cette situation, de donner une vision plus large si vous pensez que c'est nécessaire.
C'est des données qui seront intéressantes en tout cas, c'est sûr. Je vois qu'il y a Sylvain qui s'est manifesté. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'avais peut-être juste 2 questions. Là, on parle beaucoup de SMI direct, de couvert. Avec votre expérience, est-ce que vous avez vu, par rapport à ces techniques de travail, une augmentation des produits phytosanitaires? Et puis, bien sûr, par rapport aux votations qu'on aura tantôt, je me posais la question parce qu'il y a beaucoup de fausses choses qui sont dites. Et puis, moi, je voulais savoir aussi, avec votre expérience, si vous avez remarqué une influence des produits de synthèse par rapport à la biodynamie du sol. Ouais, alors je vais peut-être commencer par la deuxième question. Il y a des équipes spécialisées qui bossent là-dessus. Et on avait fait un point de littérature, nous, il y a 2 ans, avec des étudiants. On trouvait très, très peu de choses sur les phytos et leur effet sur la flore du sol, notamment la microflore. Il y a des effets qui sont montrés, mais c'est souvent de la recherche en boîte de pétri. Très difficile à transposer, ça c'est le premier problème. On va vous dire, bah oui, on a perdu un certain nombre de taxons, ou on a perdu de la biomasse microbienne, etc. Et le problème, c'est que, 1, ce n'est pas des conditions du sol, et puis du sol cultivé, et puis 2, comment vous transposez ça, et est-ce que ça a une influence sur les fonctions qu'a cette biologie pour le sol? Et ça, là, je dirais, on est en string, on n'a pas grand-chose. Alors, donc, il y a des gens qui franchissent le pas en disant « Oh là là, donc la biologie, c'est super important, la microbiologie, c'est super important, les phytos, attention, horreur ». Dans l'essentiel de la littérature qu'on a, faut faire un peu d'hyperbole pour dire ça, parce qu'on ne s'est pas montré. Je ne dis pas que c'est faux, je dis c'est pas montré. Là, récemment, j'ai vu, c'est Ophélie qui nous a fait suivre une présentation de Lionel Rangard là, du mois de décembre, où je n'ai pas encore revenu sur ce qu'il dit, parce qu'il le présente comme ça, mais où il dit, ah si, on a montré voilà, une perte sur la stabilité de la structure, en perdant 30% de biodiversité ou de biomasse, je ne sais plus quel des deux, je crois, biodiversité, on a perdu de la stabilité structurale, on a perdu ceci, cela, différentes choses. Donc là, vraiment, il semble dire qu'ils ont montré une perte sur les fonctions, et que, par ailleurs, il relie effectivement l'intensité de pression phytosanitaire, cette fois-ci au champ, aux populations microbiennes. Donc, il est possible qu'effectivement, il y ait des liens. Il semblerait qu'on s'en approche, mais bon, on en discutait encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas relu et il cite peu de papiers, il faut qu'on les relise parce que très souvent, les gens affirment des choses, puis effectivement, quand on retourne et qu'on voit que c'est en boîte de pétri, on dit, mais attendez, au champ, quid? Voilà. Mais c'est possible. C'est possible, d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de résultats, alors chez nous comme ailleurs, où on voit que les microstructures, elles sont très sensibles à des développements microbiens importants et à la qualité de la matière organique. Alors, franchement, c'est des pistes de recherche. On est très très loin de pouvoir en conseiller quelque chose d'un point de vue agricole, mais je ne ferme pas la porte, simplement, quand les gens l'affirment au éclair, je dis là, ils ont franchi un pas qu'ils ne peuvent pas franchir avec les résultats. Donc, méfiance avec la pression phyto, et puis voilà. Après, l'autre question, c'est est-ce que la réduction du travail du sol conduit à utiliser plus de phyto? Je ne veux pas faire une réponse de Normand, mais je suis obligé de faire une réponse un petit peu compliquée, en tout cas, si ce n'est tordue. À savoir que c'est comme les bio au départ, hein. C'était les pionniers, ils l'ont fait envers et contre tout. Les EAC, c'est évidemment la même chose, hein. J'ai assisté à des discussions comme ça un peu tendues entre est-ce qu'il faut faire du bio, est-ce qu'il faut faire de l'AC, où les agriculteurs se disaient, mais enfin les bio disaient, vous savez, nous on a dû se construire comme ça, et les mecs en AC disaient, ouais, vous croyez que nous on l'a pas fait contre vent et marée? Voilà. Alors des gens qui sont rentrés dans des démarches agriculture de conservation dans les années 80, 90, etc., ils l'ont fait sur la base de convictions fortes. Voilà. Ils ne l'ont pas fait comme un outil X ou Y. Et dans ces convictions, en général, dans le bouquet, on voit aussi un certain rejet de la chimie. Voilà. Donc, ils ont saisi toutes les occasions qu'ils avaient de réduire, et l'agriculture de conservation fournit effectivement des outils de réduction des pressions, aussi bien d'adventistes que de phytosanitaires, etc. Donc, on observe généralement, chez les pionniers et chez les meilleurs, une forte diminution, je ne crains pas de le dire, du recours aux phytos, à l'exception de l'herbicide, qui ne disparaît pas, mais qui est là aussi, très souvent, moins utilisé qu'en conventionnel. Je parle de beaucoup de pionniers, mais qui sont des pionniers, des gens qui vont de l'avant. Voilà. Aujourd'hui, on a aussi des gens qui se tournent vers l'AC pour des raisons peut-être plus pragmatiques, notamment, je vois sur France Financière, tout simplement, pour ne pas mettre la clé sous la porte, hein. Donc, on peut imaginer qu'ils ne soient pas dans la même psychologie. Et donc, on a une gamme d'attitudes extrêmement variées, entre des gens qui vont directement détruire leur couvert au glypho, hein,
et puis des gens qui savent qu'ils gardent le bidon de glypho dans le garage parce qu'au cas où, ils ont cette sécurité, mais ils ne vont pas l'utiliser. Donc c'est absolument faux de faire un lien. Première chose, c'est faux de faire un lien entre réduction du travail et augmentation de l'application de phyto, mais c'est possible. Et deuxièmement, si on fait des moyennes, les moyennes sont idiotes parce qu'on compare des pommes et des poires entre des gens qui réduisent, et c'est un objectif de réduire en même temps que d'améliorer leur sol, et d'autres qui ont coché les cases de l'AC, mais en gros, l'objectif, c'était de réduire la main-d'œuvre et de réduire la mécanique pour s'en sortir économiquement, et ceux-là ne vont pas forcément faire les mêmes choix. Donc tout est possible. Ce n'est pas une fatalité d'utiliser des phytos parce qu'on est en réduction du travail. Loin s'en faut. Je vous ai embrouillé ou j'ai répondu? C'est tout bon, merci. Moi, j'ai peut-être un complément à faire sur l'impact phyto sur vie microbienne qui est encore discuté, certes, mais l'impact phyto sur vers de terre, elle est quand même moins discutée, elle est plus avérée, on va dire. Mais alors, cite la charrue aussi. Comment? Mais alors, il faut citer la charrue aussi parce que c'est pire. Oui, d'accord. Mais la question portait sur les phytos. Alors, oui. Non, mais comme les choses sont liées, si tu veux, dans le débat public, au niveau de tout un chacun, les gens isolent les facteurs, hein, dire il faut plus de phyto, il faut plus ci ou plus ça. Mais attention, c'est lié, quoi. Donc voilà, les bios qui mettent pas de phyto, il y a beaucoup trop en tout cas dans notre région, chez nous, c'est clair, de sols en bio qui sont des déserts biologiques, à cause des opérations mécaniques et du résultat sur l'absence de matière organique, voilà. Donc, on peut en faire un débat. J'ai essayé de dire que lier la pression phyto et l'AC, c'était faux parce qu'il y a tous des choix possibles à l'intérieur, mais que c'est en tout cas pas du tout une fatalité. Puis à l'inverse, on s'aperçoit que sur le terrain, les facteurs étant liés, pas mettre des phytos et avoir de la bio, c'est pas, non, on fait pas une flèche, donc j'ai de la bio, c'est pas vrai du tout. Peut-être juste pour compléter ça, on a quelques données dans le cadre du projet Terre Vivante avec Claire et ses vers de terre. Ce qu'on voit sur une septantaine de parcelles, donc c'est pas l'ensemble des parcelles, donc il faut prendre les résultats avec quelques pincettes, mais en tout cas, il n'y a pas de différence notoire entre les parcelles bio et les parcelles non bio en termes de diversité spécifique et de biomasse. Donc, si l'impact des phytos est peut-être réel sur les vers de terre, c'est vrai que l'aspect mécanique l'est tout autant. Donc, le projet Agrinov en France a également fait un énorme travail sur tout un panel d'activités biologiques. Et puis, en gros, l'ensemble de leurs indicateurs, ils concluent en disant quand les indicateurs sont mauvais, c'est que la structure est mauvaise et qu'on manque de matière organique, quoi. En gros, première tendance. Alors, les mêmes, aujourd'hui, commencent à essayer de montrer la pression phyto sur la biodiversité microbienne. Donc, on changera peut-être d'avis un jour, mais clairement, les indicateurs ne sont pas là. Et attention, justement, c'est quand on passe à la réflexion, je dirais, plus publique là-dessus, on a saucissonné en morceaux le problème, alors qu'il n'est pas saucissonné en morceaux. Amélie complète, hein, pour les vers de terre, l'absence ou la présence de nourriture à disposition par rapport aux vers de terre, ça aussi c'est quelque chose d'important. Fabrice. Vous avez une solution de couvert où c'est que on arrive à produire le plus possible de biomasse? Je ne sais pas s'il y a différentes plantes ou solutions qui ont été étudiées puis analysées pour voir ce qui peut en générer le plus possible. J'ai cliqué, mais Ophélie, si tu veux répondre, tu me prends de vitesse, hein, t'hésites pas. Alors moi, je peux aussi partiellement répondre aussi. Voilà, je pense que voilà, c'est pas forcément... Vas-y, Amélie. Ouais, il y a eu dans le cadre d'un réseau suisse qui est en place depuis 5-6, même presque une dizaine d'années. Au niveau suisse, il y a un réseau d'essais qui est mis en place assez régulièrement. Au départ, on a travaillé sur les espèces seules pour bien les connaître, et puis après dans la combinaison de ces espèces. En gros, c'est difficile de préconiser un mélange type qui va dans toutes les situations, dans tous les cantons, dans toutes les situations pédoclimatiques, etc., pour produire le maximum de biomasse. Par contre, on sait que, et puis surtout en fonction de l'année, en fonction de les précipitations présentes ou pas, etc., un même mélange ne va jamais réagir de la même manière d'une année sur l'autre.
Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il faut favoriser les mélanges d'espèces parce que justement, il y aura toujours des espèces qui trouveront des bonnes conditions de sol, d'humidité, de structure, etc. Par rapport aux autres, elles seront là pour prendre la place. Et puis, justement, en fonction des années, ça va plus ou moins bien s'adapter. Donc ça, c'est la première chose, les mélanges d'espèces. Et pour constituer un mélange d'espèces, après, on va essayer d'avoir des plantes différentes, avec un système racinaire différent et puis avec un port de tiges différent aussi quand on va mélanger. Donc la base, c'est d'avoir au moins 4 espèces différentes, de faire un mélange, et puis après, en fonction de la culture suivante, en fonction d'un certain nombre de paramètres, on va pouvoir adapter. Mais vous avez dans la fiche technique Agridia sur les couverts, dans le tableau de différentes espèces, on a ces éléments-là de port de la tige, du système racinaire, du type de système racinaire, et rien qu'avec ça, on peut combiner des plantes différentes qui fonctionnent différemment et faire un mélange de cette manière-là. Ce qui est proposé dans le commerce, en général, n'est pas mauvais. Moi, j'ai envie de dire ça. Il n'y a pas forcément besoin de chercher trop loin. Il y aura juste après, si on veut une interculture longue, avec un couvert qui ne va pas geler en hiver pour durer plus longtemps, là, il faudra peut-être être un petit peu vigilant. Et à l'inverse, si on veut couvrir son sol en été, avant une culture d'automne, là aussi, il faut être vigilant à choisir des plantes qui vont assez vite. Mais ce qui est proposé dans le commerce n'est pas forcément est déjà assez bon en général. Donc, il n'y a pas forcément d'aller chercher beaucoup plus loin. Et peut-être, je rajouterais peut-être quelque chose sur il y a la composition qui va jouer, mais aussi, par exemple, ce qui se fait pas mal, ce qui se développe pas mal vers chez nous, c'est sous-semer assez tôt, même avant une culture d'automne, enfin le sous-semer dans la culture d'automne qui précède la prochaine culture d'automne, ou alors carrément des couverts relais où on met une partie gélive dans la composition, une partie non gélive, et la non gélive prend le relais une fois que la gélive est morte, quoi. Et ça donne une biomasse au final qui est intéressante et sur une longue durée de couverture. Surtout qu'il y a, comme nous dit dans le chat, il n'y a plus de gel, donc on est tranquille. Ouais. C'est vrai que ces aspects de couverture en interculture et en couvert associé, c'est des choses qu'on souhaite un tout petit peu pousser dans le cadre du projet. C'est notamment pour ça qu'on vous a proposé de vous donner des semences pour faire des sous-semis. C'est des actions qu'on va poursuivre durant le projet pour vous inciter à mettre des couverts en place. Je crois qu'il y a Claude qui a levé la main, sauf erreur, oui. Ton micro. Claude. On ne t'entend pas. J'ai oublié de mettre. Voilà. Pardon. C'est tout bon. Les couverts qui ne gèlent pas, donc j'en ai fait la triste expérience où je me suis retrouvé avec de la veste dans du colza après. Ça m'a tiré le colza par terre. Le souci que j'ai, donc je laisse les couverts très très longtemps. J'ai un petit souci avec mon voisin qui est apiculteur, puis qui nous dit, ou qui me dit, avec votre couvert qui fleurissent tard, mes abeilles sortent tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces couverts qui fleurissent et les mettre en place le plus vite possible pour que justement ils fleurissent le plus tôt possible. Voilà un petit peu. J'ai eu des petits soucis donc avec l'apiculteur. Il y a de la facélie dedans? Oui, oui. Mais j'ai fait aussi pendant 3 ans un essai avec Bernard Beuret, puis un essai interreg, les néonicotinoïdes amenés volontairement sur mes parcelles et un suivi par Liebefeld pour les abeilles. Ils amenaient des ruches exprès dans mes facélies qui avaient eu le néonicotinoïde pour voir la mortalité des abeilles et puis résultat des courses entre une exploitation donc conventionnelle et bio
le taux de mortalité ou le résidu des néonicotinoïdes dans les facélies était plus ou moins égal. Par Mais bon, rapport à ces... la facélie apporte beaucoup de nourriture, elle est très appétante pour les abeilles, et puis c'est vrai, bon, moi j'ai les ruches, je n'ai pas eu à m'en plaindre, mais pas mal d'apiculteurs craignent que ça provoque des diarrhées, et puis surtout une sortie tardive, effectivement. Alors, à la Fondation, on a fait un essai dans ce sens-là sur 2 ou 3 saisons, je ne sais plus, avec des ruches à proximité de couverts en interculture qui fleurissaient. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de surmortalité par rapport à ces ruches qui sont à proximité de couverts fleuris. En tout cas, c'est ce que les résultats de la FRI ont montré. C'est un peu le dilemme entre... C'était un projet Interreg. Je ne sais pas si c'est celui-là, Claude, que tu parles. Oui, je pense que oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu la différence, le combat qu'il y avait entre les Français et les Suisses, où en Suisse on trouvait que c'était plutôt intéressant, en France moins. Et puis visiblement, les couverts n'ont pas vraiment d'effet sur les abeilles, sur la mortalité des abeilles en hiver. Fabrice, tu as encore une question? Oui, par rapport aux remarques que Claude a fait là, dans le colza avec je pense que c'était certainement un semis sous couvert, enfin je ne sais pas comment il a pratiqué. Nous, le remarque aussi au battage un peu tout partout, c'est que c'est relativement problématique quand il ne gèle pas l'hiver. Tous ces couverts associés. Enfin, je ne sais pas si tu as vu, Luc, chez moi, en Afrique, la févrole. Avec cette plante-là, j'ai pas trop de soucis. À part qu'on la voit, enfin maintenant on la voit plus depuis quelques jours, mais jusqu'à maintenant on la voyait comme il faut. Enfin, voilà quoi, elle passe. Par contre, je voulais surtout relever la remarque de Claude, parce que moi j'ai eu exactement la même accusation. Il y a une semaine, j'ai reçu un téléphone d'un apiculteur du village, parce que donc je pratique du tournesol en deuxième culture, donc après de l'orge. Et puis avec le couvert. Là, par contre, j'y mets du couvert associé, enfin, c'est surtout pour le principe terre vivante. On n'en est pas si on l'a pas récolté, le tournesol, mais enfin voilà, c'est quand même des champs qui sont bienvenus en fleurs au mois de septembre. Et puis j'ai un apiculteur du village qui m'accuse que le 100% de ces ruches ont été foutues à cause de moi. Et puis je suis assez sensible aussi aux apiculteurs, même que j'en ai pas, parce que j'ai quand même un rucher qui était au bout de la parcelle de tournesol. Et puis, suite à la discussion avec l'apiculteur qui est chez moi, lui m'a dit qu'il a une perte absolument normale, c'est-à-dire 6-7% par année. Donc, il n'a pas eu plus de pertes que ça. Alors, je sais, moi, j'ai surtout conseillé celui du village de contacter la FRI pour qu'il y ait des analyses qui soient faites et puis trouver le problème, parce que j'ai dit, nous, c'est pas le but. C'est pas le but qu'on fasse quelque chose et puis que les abeilles en périssent, parce que si on n'a plus d'abeilles, on a d'autres soucis. Donc, je ne sais pas si vous l'avez constaté à d'autres endroits ou si vous avez eu des remarques aussi la même chose. Les facélies, j'ai déjà entendu aussi, mais bon, voilà, ils ne viennent pas en fleurs toutes les années, toujours bien comme il faut non plus, ces facélias, mais je ne sais pas si vous avez d'autres retours sur ces problèmes d'abeilles et ces floraisons tardives. Non, je pense que l'essentiel a été dit aussi par cette étude justement qui a été faite sur plusieurs saisons par la FRI, par la station d'apiculture. On peut peut-être, si vous êtes plusieurs à rencontrer ce genre de problème avec des apiculteurs, regarder pour mettre en place une opération un peu de communication avec le projet aussi agriculture pollinisateur et de remettre en avant un peu ces résultats d'essais aussi, etc., ces conclusions qui ont déjà été obtenues, pour vous aider à juste expliquer que vos pratiques ne vont pas contre les apiculteurs et contre les abeilles, quoi. Ouais, et puis, faut faire de la communication, je pense. On peut même en parler avec la SAR, parce que les messages, ils sont arrivés il y a une dizaine d'années sur la facélie spécifiquement, avec des champs qui fleurissaient très tardivement, et il y a eu des soupçons, donc ça a commencé à discuter, mais c'était pas non plus comment dire, le blitzkrieg sur les abeilles. Je veux dire, là, néonicotinoïdes beaucoup plus grave par exemple, mais ça pouvait créer des problèmes. Par contre, sur les couverts, moi je suis aussi apiculteur, puis je suis ça au niveau de la société d'apiculture. Sur les couverts végétaux en général, il n'y a pas de discussion interne. Je pense qu'il y a aussi une interprétation qui s'est faite après l'alerte lancée sur la facélie. Puis maintenant, les gens, parce que 100% de mortalité sur les ruches, ça, je pense qu'il s'est passé autre chose. Mais enfin bon, comme vous l'avez bien dit, ils peuvent essayer de faire des analyses, mais ça va être difficile. Mais à ma connaissance,
il y avait un problème sur la face ailier qui n'était pas aussi grave que ce qui se passe avec certains produits phyto. Et je n'ai jamais vu le problème posé sur les autres couverts. Alors, on sait que les abeilles ne doivent pas trop sortir passer fin septembre, il faut qu'elles se calment, quoi, mais quand même. Je voulais juste encore rebondir aussi sur ta remarque, Fabrice, par rapport aux couverts associés aux cultures et puis à ce qui gèlerait pas en hiver, etc. J'avais envie de souligner que c'est un problème typiquement en Suisse, dans le sens où on met en place ces couverts aussi pour aller chercher des contributions sans herbicides. Et du coup, comme on veut les contributions sans herbicides, on ne regarde pas ce qui se passe ou pas assez, puis on laisse aller, et puis parfois ça nécessiterait de réguler un peu la chose. L'expérience aussi de Claude André, je m'en souviens très bien parce que j'avais vu cette parcelle aussi, où là on s'était vraiment fait avoir, et c'est pour ça qu'on dit maintenant qu'il ne faut plus de vestes dans les mélanges de colza, mais parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de vestes au printemps à la sortie d'hiver, mais après ça a été vraiment une catastrophe à la récolte. Mais je pense qu'il faut quand on met des choses en place de ce type-là, des couverts, c'est pas pour dire, c'est comme l'Extenso, quoi. On s'inscrit à Extenso, mais s'il faut sortir, il faut sortir. Là, c'est la même chose. On met sans herbicide, mais s'il faut intervenir, ma foi, il faut aussi accepter de temps en temps dire, là, il faut quand même désherber parce que sinon ma culture est en péril ou d'autres aspects, quoi. Donc, pas choisir un système on va dire, au SMI, et puis le tenir jusqu'à la récolte sans se poser la question, est-ce que je ne dois pas changer de fusil d'épaule ? D'autant plus quand on intègre des couverts, du travail réduit du sol, etc., il faut profiter des opportunités, mais aussi, quand il y a un problème, changer de stratégie, quoi. Oui, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est les gens qui changent de stratégie en cours de route, sur le couvert, sur la culture principale. En agriculture de conservation, on a des gens qui sont très réactifs comme ça, on voit souvent, ils prennent des décisions radicales, ils ressèment dedans. Visiblement, il faut ouvrir un petit peu la gamme de perspectives et pas rester coincé sur un cahier des charges qui a été fixé à l'avance. Il faut passer par l'observation, quoi. Je ne peux pas donner l'exemple comme ça, mais enfin, j'en ai rencontré énormément où on est tous surpris quand on vient d'un modèle plus classique de voir que les gens, ils ont pris un virage tout à coup dans le système sur la base d'observation, que ce soit sur le couvert ou la culture. Jean-Bernard. Est-ce que maintenant ça marche le micro? Très bien. Ah, ok, parfait. Oui, alors partir d'un système, mais pour le colza, c'est ennuyeux parce que si tu ne l'as pas désherbé en prélevé, tu peux difficilement intervenir à part si c'est des graminées, j'entends. Mais c'est clair qu'il ne faut pas entrer dans un dogme et puis se dire, voilà, à partir de demain, je pars dans une direction et puis je m'en écarte plus. Je pense qu'on est là pour évoluer. C'est pour ça que moi j'essaie ces temps de faire pas mal aussi de tests, de choses. Mais il y a quand même parfois on cherche des moyens de lutter, c'est par rapport à ce topin, justement, on n'a pas de solution, ni mécanique, ni phyto aujourd'hui pour lutter ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai mis un tchatch avant, je ne sais pas s'il a passé, mais est-ce qu'il a un prédateur? Est-ce qu'on peut essayer de travailler avec des auxiliaires concernant ce genre de problème? Parce que ça pénalise vraiment les cultures et puis là, on est vraiment démunis. Pour l'instant, on est aussi assez démunis au niveau du conseil. Et puis on se retourne vers la recherche plus loin. Ce qu'il y a, juste peut-être en aparté sur le ver-fil de fer, sur le topin, c'est que il y a encore 5-10 ans en arrière, les espèces majoritaires de topin qu'on avait dans nos parcelles avaient un cycle sur 5-6 ans. Et elles sont devenues totalement minoritaires au profit d'espèces qui ont un cycle maintenant sur 2 ans. Donc le retour du problème est beaucoup plus rapide aussi, ce qui fait que c'est aussi en plus de la disparition des insecticides, c'est quelque chose qui amplifie en plus le phénomène. Mais objectivement, dans le conseil, on est aussi assez démunis pour l'instant par rapport à ça, quoi.
Ouais, je pense qu'on va revenir sur cette question nous à l'interne pour voir ce qu'on peut faire comme point, parce que il n'y aura pas de trouvaille extraordinaire pour dire ok c'est réglé, parce que sinon vous le sauriez aussi. Mais au moins pour faire un point sur l'écologie de ces taupins et puis sur ce qu'on peut trouver comme retour d'expérience. Ouais. Si je peux encore poser une question. Vas-y, Jean-Bernard. Par rapport au non-labour, donc j'ai bien entendu, pour Pascal, c'est vraiment la machine à tuer. Et puis, même s'il ne faut pas entrer dans un dogme comme il a dit, mais alors moi qui suis un vieux paysan, j'entends, on a toujours dit, mais la charrue, c'est le meilleur outil du paysan parce que c'est celui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de faire l'impasse sur passablement de culture, mais on avait souvent des problèmes de battance, et puis ça permettait d'éviter un petit peu cette battance en faisant justement des labours un petit peu tôt. Surtout pour les betteraves, par exemple, des labours avant le gel pour pouvoir profiter des effets du gel. Comme on a des terres chez nous beaucoup hétérogènes avec de l'argile et du limon, c'est le meilleur moyen d'avoir une terre facilement, pour la préparer facilement au printemps, c'est de faire un labour tôt. Donc, si on n'a plus cet outil-là, comment est-ce qu'on peut travailler le sol pour avoir des bonnes levées de betteraves, par exemple? Alors là, j'étais chez quelqu'un cet après-midi qui plante des betteraves. Donc il s'est contenté d'un passage de chisel et puis il plante, quoi. Alors ça c'est expérimental, hein. Mais effectivement, non, sur la betterave, pour l'instant, on est très dépendant du travail du sol. Après, voilà, ça, il y a quand même plusieurs essais sur Genève, sur Vaud, etc., où les gens passent à la betterave plantée. Des gens qui sont en bio et non labour et qui ne veulent pas labourer. Voilà, et bon, bah, confère aussi de Solicophone, hein, les essais de Oberacker sur la betterave. Mais on est dans des systèmes encore en développement. Je pense qu'on ira plus vite sur la betterave que sur la pomme de terre, même si là aussi, sur la pomme de terre, il y a des choses qui avancent. Les gens poussent des pions, hein, d'un côté ou de l'autre, hein, sur le butage, sur les couverts entre les rangs, etc. Donc on voit plusieurs choses qui se développent en parallèle. Et puis, ben, c'est un portefeuille d'outils qui est en train de se développer, mais je n'ai pas encore croisé de gens qui avaient réglé le problème de A à Z, quoi. Ok, on va gentiment conclure. Je ne sais pas s'il y a encore une question, peut-être. Mais Une si je peux remarque. me permettre, il y avait quand même une remarque importante de M. Pétinia qui vient compléter sur l'aspect couvert, le problème des taupins, le problème du gel, etc. Aussi le problème de la ressource en eau qui fait de plus en plus poser de questions sur les couverts. Parce que là, il disait les couverts en associé mobilisent beaucoup d'eau pour la culture en place. Donc c'est vrai que ça, c'est une problématique qui se travaille aussi dans les différentes plateformes qu'on connaît. Déjà en travaillant le moins possible le sol avant d'implanter son couvert, comme le disait Pascal, voire même en le semant à la volée. On voit de plus en plus ça se développer. Ce qui permet de garder quand même la réserve utile au départ, pas trop l'abîmer, quoi. Et éventuellement des couverts qui restent en place suffisamment longtemps sans être trop impactés par les périodes de sécheresse et pour la culture suivante aussi. Donc, c'est des choses qui sont à tester. Ouais, alors je rajouterais c'est vrai que les gens sont souvent choqués, moi je l'ai vu, y compris des enseignants chez nous, face à des présentations sur l'agriculture de conservation, qui disent mais comment c'est possible? De toute façon, avec vos couverts, vous allez épuiser le stock d'eau. Alors, le problème du couvert interculture est quand même, enfin celui associé est plus subtil, mais en général, on ne le voit pas, en tout cas avec les couverts, lorsqu'on a suffisamment progressé, parce qu'on a tellement évité l'évaporation d'une part, hein, l'effet couverture du sol et mulch, etc., et surtout rechargé en matière organique, qui fait qu'on a les réserves en eau qui ont énormément augmenté. Alors évidemment, si c'est un problème de dynamique croisée, c'est-à-dire que si vous n'améliorez pas votre sol, mais que vous rajoutez des plantes, il n'y a pas de miracle, vous allez perdre de l'eau. Par contre, lorsque vous gagnez en matière organique, l'expérience générale des gens qui ont réussi leur transition, bah, c'est qu'ils arrêtent d'irriguer dans les régions où c'est nécessaire.
C'est très très fréquent ça. Donc ça perturbe je dirais, les agronomes très classiques, très conventionnels, mais en fait on s'y retrouve à travers une meilleure infiltration quand il pleut, une meilleure recharge en eau, à condition d'avoir amélioré le sol. Donc c'est pas le premier jour, ça c'est sûr. Le premier jour on paye l'ardoise. D'accord, mais on est quand même dans une région, le Jura, c'est que la pluviométrie, je pense, est une des plus basses en Suisse. Donc, c'est peut-être pas comparable à la situation ailleurs aussi, quoi. Oui, alors c'est pour ça que Ophélie disait qu'il y a aussi du travail fait sur des plateformes, etc. Parce que effectivement, selon les situations, on va ou pas s'exposer à une compétition. Et puis à quel moment? Donc là aussi, qu'est-ce qu'on a sous la culture et à quel moment est-ce que c'est en compétition? Ça, c'est toujours pareil, on retombe sur cette adaptation qui est nécessaire selon les situations. Où telle option va passer sans souci dans une certaine région, et puis dans d'autres, il y a dans ces espèces-là, je ne les veux pas parce qu'elles me pompent l'eau au mauvais moment, quoi. Ok, on va comprendre la question de Fabrice. Disons que c'est plutôt une remarque par rapport à ces couverts. Donc, comment je vous explique, parce que je constate les fins. Le son qui coupe. Hein. Alors, Ah oui, moi j'entendais rien. on a le son qui coupe, Fabrice. Que j'ai pardon. Alors, Fabrice, on n'a rien entendu. Enfin, en tout cas, de mon côté, j'ai rien entendu. Pardon, alors tu m'entends, c'est bon? Oui, là, c'est bon, oui. Donc je disais, ça fait 2 ans qu'on a retrouvé des automnes humides. Et le problème que j'ai, c'est que la terre se prête chaque fois pour les semis. Le gros problème que j'ai, c'est que je n'arrive plus à sécher les couverts. Et puis ça me pose problème dans le semoir de semis direct. Pas simplement que ça mouille complètement les éléments. Donc c'est comme si j'avais lavé mon semoir quand je sème. Et puis le souci, c'est que ça me colmate mes descentes de semoir, enfin des choses. Enfin, c'est plutôt de la physique là. Par contre, ce que j'avais remarqué, c'est que les années sèches qu'on a eues, les années avant, les semis levaient toujours, il n'y avait aucun souci parce que on a de l'eau, quoi. Mais c'est plutôt le problème du couvert, c'est quand on est en année humide, parce qu'on n'arrive pas à les sécher, quoi. Puis quand on a une masse d'1 mètre de haut, c'est un peu compliqué à sécher tout ça, quoi. Donc j'ai encore rencontré ça l'année passée, ça a été assez compliqué pour semer l'orge, mais on a pu faire, quoi. Mais voilà, c'était. Il n'y avait pas beaucoup de jours où c'est que c'est vraiment pu sécher la plante complète, quoi. Donc voilà, un peu la remarque. Juste, si j'ose demander, le couvert, il était debout ou il avait été roulé? Ah zut, il a plus de son nouveau. C'est bon, c'est revenu. Non, le couvert, il reste, je ne les touche pas, je les traite au glyphose avec 1,5 litre de glyphose. Pour détruire, parce que donc je sème du Niger, du Niger pur en couvert dans du colza. Comme ça me permet de faire lever les colzas et le Niger. Enfin, voilà, ça comble les trous. Où il y a des trous de colza, c'est le Niger qui prend le dessus. Puis si le colza pousse, c'est mon colza qui se développe, quoi. Donc ça fait c'est un mix à 2 plantes, quoi. Alors voilà, quoi. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. Il est tantôt 21h30. Je pense qu'on peut gentiment conclure. Il ne faut pas oublier que vous avez toujours l'opportunité de prendre contact avec nos partenaires scientifiques ou votre conseiller, si vous avez des questions liées à ces couverts, à cette matière organique, aux opportunités de faire évoluer un petit peu peut-être votre système. D'ailleurs, vous allez avoir un contact avec votre conseiller plus ou moins prochainement. Notre objectif étant de venir vous présenter en détail les résultats établis par EPI et Agroscope. De discuter aussi avec vous de l'humus bilance, de discuter aussi de vos points, de vos techniques, et puis de voir s'il y a des opportunités d'évolution en termes de production de matière organique à résister au sol, puisque dans beaucoup de cas, il faut un petit peu réaugmenter cette matière organique. Donc, on va mettre ça sur pied courant de ce printemps, et puis on vous contactera individuellement pour ça. Sinon, j'en profite aussi pour vous rappeler, je crois que c'était noté dans une newsletter, le 1er septembre prochain, on aura la journée Terre vivante sur le terrain chez Thierry Blazer.
On espère vous y retrouver nombreux. Ça va fonctionner un tout petit peu comme un AgroFree pour ceux qui savent ce que c'est. Donc une petite plateforme de démonstration avec différents posts le 1er septembre. Voilà, sinon n'oubliez pas de faire des tests bêches. La période est propice. Merci pour ceux qui ont enterré leur slip. N'oubliez pas de le faire si vous avez des cultures de printemps un peu plus tard. Et puis, justement, le 1er septembre, ce sera l'occasion de débuter la restitution de ce slip test et puis approfondir un petit peu par la suite. Voilà, je ne sais pas si Amélie, tu souhaites compléter. Je vais juste compléter en vous remerciant aussi d'avoir participé nombreux à cette soirée. On est intéressé à avoir votre retour sur cette soirée, si ça vous intéresse, etc. Et si c'est une expérience à renouveler ou pas, en tout cas dans l'attente de pouvoir faire des séances en grand nombre. Est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on renouvelle l'expérience ou pas? Vous pouvez nous laisser un petit mot ou un petit message, etc. Ou si vous le souhaitez, ou on fera peut-être un petit questionnaire demain matin. Mais voilà, moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, de manière anonyme ou assumée. Mais en tout cas, les remarques, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont toujours bonnes à prendre pour évoluer, pour améliorer la chose. C'est une alternative qu'on a trouvée, pas ce qu'on n'a pas pu faire la journée en janvier, mais voilà. Est-ce qu'on renouvelle ou pas? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a moins intéressé? On prend volontiers l'info. Et bien, sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si les deux autres intervenants souhaitent encore dire un mot. Célie, Pascal? Non, c'était un plaisir. J'espère qu'on pourra renouveler et échanger sur tout ça. Et oui. Merci.